Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, une date, le 1er avril. Elle se veut définitive, foi des responsables de l'ONEA. Ce matin, ils ont rassuré que l'eau du projet Ziga phase 2 coulera à cette date. Ce projet devrait couvrir les besoins des populations de la ville de Ouagadougou et environ jusqu'en 2030. Le dossier de ce journal revient sur le prix et le poids du pain. Nous irons pour ce faire à Dédougou, dans la boucle du Mouroun, où ce prix laisse un goût amer aux populations. Entre plaintes et explications, les clients pensent qu'ils se font rouler dans la farine. Et puis, eux se sont entendus. Le syndicat des travailleurs de la santé et le gouvernement sont arrivés à signer un protocole d'accord sur ce sujet et sur celui de la CAMEG. Le ministre de la Santé est sur ce plateau pour apporter des précisions. Le professeur Nicolas Meda est l'invité de ce journal. Tout d'abord, cette information en bref. Dans la nuit d'hier, l'école primaire B de Baraboulé, dans la province du Soum, est partie en fumée. C'est une école sous paillote composée de 4 classes. Les causes de cet incendie déclaré dans la nuit n'ont pas encore été déterminées. Et contrairement aux informations qui circulent, les autorités locales ne confirment aucun enlèvement. Et c'est ce que confirme également le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de ce 15 mars. Un conseil qui avait plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, parmi lesquels le pacte national de renouveau de la justice ou encore les résultats de l'appel d'offres pour la construction de 765 logements à Ouagadougou. La synthèse avec Jean-Eudes Bayala et Aboubakar Sayon. Pour une justice plus accessible et pour mieux lutter contre la corruption et l'impunité, le Conseil a adopté le plan d'action pour la mise en œuvre du Pacte national de renouveau de la justice. 30 milliards de francs CFA sont nécessaires à la mise en œuvre de ce plan qui s'étale sur la période 2015-2020. Ce plan permet de mettre en œuvre un module d'investissement en équipement, mais également d'autres activités qui vont permettre à notre justice d'être plus opérationnelle. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création de l'Ordre national des conseillers fiscaux et réglementant les fonctions de conseil fiscal au Burkina. Les recommandations du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières ont aussi été examinées par les membres du gouvernement. Il y a 11 recommandations qui sont adressées directement au ministère des Mines et des Carrières et 36 qui sont transversales. Alors donc le Conseil a décidé de mettre en place un comité technique, puis un comité interministériel. Et suite à ces travaux, donc, nous allons faire le point à l'Assemblée nationale de la mise en œuvre des différentes recommandations. L'entreprise indienne Pioneer Limited a été retenue pour la construction de bâtiments et de logements à Ouagadougou. Le Conseil a adopté donc les résultats d'appel d'offres ouverts à l'international pour la construction de 11 immeubles R+3 et de 765 logements pavillonnaires de technologie indienne. Ça va se faire à Basenko et au niveau du projet Zaka. L'exécutif burkinabé s'est également penché sur les travaux de l'Assemblée générale du cadre tripartite sur les prix. Les importateurs n'ont pas changé leur prix. Donc il y a des mesures très énergiques qui seront prises pour que les distributeurs, les détaillants fassent respecter ces prix-là. En ce qui concerne notamment le ciment, il y a même une baisse des prix qui est annoncée par les producteurs de ciment. Sur la question du pain, nous avons gardé les mêmes prix, mais il est important que nous puissions regarder sur le moyen et le long terme comment ces prix-là doivent évoluer, notamment en raison des charges. Une communication orale a été faite sur l'incendie de l'école B de Baraboulé dans le Soum. C'est un site qui est sous paillote, comme on dit. À ce jour, on ne peut pas dire que ce sont une attaque qui que ce soit, mais il y a eu incendie. Deuxième élément, c'est par rapport notamment au prétendu enlèvement qui aurait eu lieu. À ce niveau-là, jusqu'à cet instant, nous avons quitté le Conseil. Personne n'est venu signaler qui que ce soit qui a été enlevé. Au sujet de l'évacuation sanitaire du général Djibril Bassolé, Rémi Dandjinou a fait savoir que la question relève strictement de la justice et non du gouvernement. Et à l'issue de ce Conseil des ministres, le président du Faso s'est envolé pour Casablanca au Maroc et pour prendre part au 5e Forum international Afrique Développement. Le forum qui se tient les 16 et 17 mars est placé sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré et patronné par le roi Mohamed VI. On en vient à l'invité de cette édition, professeur Nicolas Meda. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, après plusieurs jours de négociations, vous avez réussi à trouver un terrain d'entente avec le SYNCHA, le syndicat donc, des travailleurs de la santé. Le mot d'ordre de grève a été levé, mais pour combien de temps? Est-ce que cette question-là peut vous être posée? Permettez-moi tout d'abord de remercier la télévision nationale pour l'occasion qu'elle offre au gouvernement d'expliquer l'accord qui a été conclu avec notre partenaire social syndical qui est le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Cet accord qui a été conclu après des négociations d'environ 3 jours dépasse 70 points et comporte à peu près 5 grands chapitres. Le premier chapitre touche aux conditions de vie et de travail des travailleurs de la santé humaine et animale. Deuxième point touche à la situation des carrières des agents. Le troisième point tient aux indemnités réclamées par les travailleurs. Le quatrième point touche surtout la participation des travailleurs à la vie de leur établissement respectif. Et il y a des points complémentaires liés à la question de la CAMEG, à la question de la création future d'un Institut national de santé publique, etc. Voilà à peu près l'accord qui a été conclu et j'espère que cet accord, s'il est mis en œuvre, permettra une trêve éternelle. Alors, c'est un protocole qui a une durée de vie 2020. Oui. Est-ce que donc cette date butoir pour faire notamment des aménagements d'infrastructures, est-ce que cela est réalisable? Globalement, je peux dire que nous avons conclu grâce à la volonté des deux parties, le gouvernement et surtout les partenaires sociaux représentés ici par le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Nous sommes parvenus à un accord très équilibré qui est plutôt même aligné sur le plan national de développement économique et social. Ce qui est réclamé pour l'amélioration des conditions de travail, c'est exactement ce qui a été inscrit dans le PNDS comme réalisation dans le secteur de la santé humaine particulièrement pour les années 2016 à 2020. Et donc, si les syndicats nous soutiennent sur cette lancée, cela veut dire que les syndicats adoptent ce plan de développement radical et structurel du Burkina Faso. Et j'en remercie les partenaires sociaux pour ce soutien. Alors, Monsieur le ministre, il y a aussi cet autre dossier, vous l'avez évoqué, la CAMEG, la centrale d'achat de médicaments et consommables médicaux. Lundi dernier, le tribunal de grande instance a eu une fois de plus renvoyé ce procès. La cause, une transaction serait en cours entre les protagonistes. Quelle est donc la teneur de cette transaction-là? Ce qui se passe au niveau de la justice, comme l'a rappelé tantôt le porte-parole du gouvernement, se passe au niveau de la justice. Nous, instruits par le gouvernement, il y a une doctrine nouvelle. La doctrine nouvelle, c'est d'amplifier le dialogue social là où cela est possible pour aboutir à la résolution des différends et des différentes crises. Cela a été concrétisé dans le Conseil des ministres dernier par la mise en place du Haut Conseil du dialogue social. Vous en êtes témoin, c'est vous qui l'avez même annoncé. Et donc, dans cette lignée, dans cette doctrine, le dialogue a été ouvert entre les partis en conflit, donc les partis qui se contestent le leadership au niveau de la CAMEG, entre la société civile, les partenaires techniques et financiers, le personnel même de la CAMEG qui n'avait pas été beaucoup considéré dans la résolution de la crise et globalement la compréhension générale du gouvernement par rapport à cette crise à partir de la doctrine établie. Et donc, de ces concertations, il se dessine que globalement, les partis seront d'accord pour que nous en sortions à l'amiable. Et donc, rapidement, nous allons conclure cet accord transactionnel pour aller à l'amiable résoudre le problème. Je ne pourrais pas dire plus, puisque nous sommes en pleine négociation et on n'a pas encore conclu. Mais je pense que rapidement, vous allez voir que
autant avec les partenaires sociaux, nous avançons sereinement, autant avec la CAMEG, nous irons aussi sereinement à une solution. Et pour le grand bonheur donc des malades. Absolument, absolument. Merci à vous, professeur Meda, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous étiez venu apporter plus de précisions sur les accords entre autres signés avec le SINCHA, mais aussi sur le dossier de la CAMEG. Je vous remercie. La suite de ce journal, et nous évoquons la conférence de presse initiée ce matin par la Commission constitutionnelle. Une annonce a été faite à cet effet. L'avant-projet de constitution est fin prêt. La suite, c'est bien la restitution de cette étude aux populations. Compte rendu de cette rencontre avec la presse, Pascal Canet. Le premier chef de l'avant-projet de constitution de la 5e République terminé place désormais à la deuxième phase du travail de la Commission constitutionnelle. Celle de la restitution de cet avant-projet au Burkinabé de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Celles programmées pour les régions sont censées se dérouler du 15 au 19 mars. Celles concernant l'Afrique aussi, à savoir dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Ghana, le Gabon. Elles aussi, elles vont partir dans la même lancée à partir donc du 18 ou du 16. Celles concernant les autres pays suivront incessamment. Une tournée d'explications à l'intérieur et à l'extérieur du pays, voilà qui coûtera certainement beaucoup d'argent. Mais c'est un sacrifice nécessaire pour que tous les Burkinabés se sentent concernés par la loi fondamentale, selon les membres de la commission. Nous avons jugé quand même que ce travail était utile, puisque déjà au niveau des textes, les Burkinabés de l'étranger seront censés voter aux prochaines élections. Ça a été un progrès de les recevoir ici. Ils auront même des députés. Il n'y a pas de raison qu'ils aient une portion congrue quand on peut faire un petit effort. C'est seulement après ces différentes sorties de restitution dans les régions puis dans les pays de concentration de Burkinabé que l'avant-projet sera transmis au gouvernement. Les responsables de l'ONEA étaient sur le site du projet Ziga 2 dans la matinée de ce 15 mars. Les travaux de la station de production d'eau potable sont en voie d'achèvement. Une date est à retenir désormais, le 1er avril. Et ce ne sera pas un poisson d'avril, nous confirment Siedi Larayenne et Aruna Marie. Le directeur général de l'ONEA sur les marches de la cascade du projet Ziga 2. C'est un dispositif de nouvelles installations pour l'alimentation en eau potable de la ville de Ouagadougou. Cette visite d'une matinée vise à faire découvrir aux hommes de médias les différents compartiments de l'ensemble des ouvrages, de la station de traitement d'eau brute en passant par le dispositif de clarification. La nationale des eaux veut ainsi rassurer la population en matière de desserte en eau potable. Je dirais qu'à partir du 1er avril, tous nos clients vont commencer à oublier complètement les ruptures. Nous avons plus de 8000 km de conduite dans la ville de Ouagadougou. Il y aura donc un remplissage progressif de ces conduites qui vont permettre à la population, certaines personnes, dès le 21, vont sentir qu'ils n'ont plus de coupure d'eau. Selon le directeur du projet approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou, l'ensemble du projet s'évalue aujourd'hui à 60% de réalisation. Quant aux travaux d'exécution au niveau de la station, ils sont à plus de 90%. D'autres travaux d'extension sont prévus dans la capitale. À partir de juillet, la station sera entièrement achevée. Nous allons construire près de 160 bornes fontaines. Nous allons faciliter les branchements. 52 000 branchements sont prévus pour être réalisés. Mais ces travaux vont se dérouler de juillet 2017 à décembre 2018. Le projet Ziga phase 2 a un coût estimé à 107 milliards de francs CFA. Il est financé par 6 bailleurs de fonds plus la contrepartie nationale. Sa mise en œuvre devrait accroître l'accès à l'eau potable à plus de 450 000 personnes supplémentaires. Après l'eau, l'électricité, le projet d'interconnexion électrique entre Kaya et Dori est opérationnel depuis hier mardi. Bani, Yalgo, Tougouri et Piscila sont les localités concernées par ce projet. L'Agence française de développement est le bras financier de ce projet estimé à plus de 4 milliards 500 millions de francs CFA. Bouraï Makane, Bernard Diasso, reportage.
La ville de Dori était le dernier chef-lieu de région au Burkina qui n'était pas sur le réseau interconnecté de la Sonabel. Et l'interconnexion Kaya-Dori et l'électrification des localités de Bani, Yalgo, Tougouri et Pisila vont contribuer d'une part à améliorer la fourniture de l'énergie dans la région du Sahel et du Centre-Nord et d'autre part à réduire les coûts d'exploitation de la Sonabel. Cette solution énergétique permet donc de lever les difficultés que nous avons connues pour l'exploitation donc de la ville de Dori. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'interconnexion et en plus donc de la centrale que nous avons sur place ici, la situation donc va beaucoup s'améliorer. L'interconnexion électrique Kaya-Dori a essentiellement consisté en la construction d'une ligne 33 kV d'une longueur de 169 km, d'un autotransformateur à Kaya, d'un poste d'arrivée à Dori et de nouveaux réseaux de distribution dans les communes de Pisila, Tougouri et Yalgo et l'extension du réseau de distribution de Dori. L'Agence française de développement qui est le financier de cette opération auprès de la Sonabel, en partenariat avec la Sonabel, et d'aider, d'accompagner le Burkina Faso dans le développement de ses infrastructures, quelles qu'elles soient, et la question énergétique est primordiale. C'est donc fini à Dori. Le délestage de longue durée avec l'interconnexion électrique Kaya-Dori qui vient en appoint aux besoins de consommation de la zone. Entièrement financé par l'Agence française de développement à hauteur de 4 505 661 487 francs CFA, des perturbations pourront être observées dans sa période de réglage et cela peut durer 1 à 2 mois. Les catastrophes ne préviennent pas, mais leurs risques peuvent être minimisés. C'est ce qui sous-tend la tenue d'une formation d'agents humanitaires. Les questions de l'eau, l'hygiène et l'assainissement sont abordées dans un contexte d'urgence. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont concernés, ainsi qu'Haïti. Précision Jean-Eudes Bayala et celle Judith Assogba. Ces agents de développement et cadres des ONG humanitaires renforcent leurs capacités sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène WASH en situation d'urgence. Une formation qui devrait permettre à ces apprenants d'apporter une réponse cohérente et coordonnée aux personnes en situation de détresse en cas de crise ou de catastrophe. Nous aurons donc des périodes de terrain, c'est-à-dire que les ateliers techniques de terrain, mais également aussi des visites de terrain à la rencontre des partenaires sur le terrain, notamment les municipalités, mais aussi les centres de santé, vers qui nous allons donc nous adresser, de sorte à ce que les apprenants puissent collecter des informations, venir les traiter, mais aussi mettre à la disposition donc, de ces municipalités des éléments qui peuvent être utiles pour la planification en cas d'urgence à l'avenir. Nous ne le souhaitons pas. Cette session de formation continue est à sa 8e édition et est assurée par l'Institut international d'ingénierie 2 yeux et ses partenaires dont l'UNICEF. L'UNICEF souhaite voir une masse critique d'experts se créer au sein de la région et voir au-delà de la région de l'Afrique de l'Ouest, de façon à ce que nous puissions répondre le plus rapidement possible et de manière très efficiente aux catastrophes qui ont malheureusement lieu chaque année. À ce jour, ce sont plus de 200 stagiaires de 21 nationalités qui ont bénéficié de ce type de formation. 2 yeux envisage mettre une base de données de l'ensemble de ces apprenants à la disposition de ses partenaires. Une base de données que ces partenaires pourront exploiter pour la mobilisation des compétences en cas de situation d'urgence. L'éducation préscolaire au Burkina est sur la table d'une rencontre qui se tient entre le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires. Les réformes éducatives entamées depuis 2007 ne sont pas sans conséquences sur le système tout entier. L'objectif de la réunion dans ce compte-rendu de Césaire Carrefour et Nathalie Sawadogo. Sur la table des discussions, la problématique de la gestion du préscolaire au Burkina Faso. Ces chefs de circonscription de base réunis ici à Lumbila vont mener la réflexion sur les difficultés liées à l'enseignement post-primaire. Des difficultés de compréhension. Nous nous retrouvons dans un même environnement, sur une même aire, à gérer des questions communes qui jadis étaient séparées. Alors il faut que les gens comprennent tous les mêmes choses de la même manière. Aussi bien pour les acteurs du préscolaire, de comprendre comment l'insertion de ce préscolaire-là à l'éducation de base pour faire un tout peut être faite. Aussi bien pour les acteurs de l'enseignement primaire pour comprendre comment l'éducation préscolaire doit être gérée pour que le système se développe vraiment harmonieusement.
Pour le directeur général de l'éducation formelle, le taux au préscolaire est à environ 4%, un taux en deçà des attentes du système scolaire. Nous avons pensé à créer ce que nous appelons des complexes intégrés d'éducation de base qui vont nous permettre d'avoir sur le même environnement un préscolaire, un primaire et un post-primaire. Nous avons entamé depuis peu une stratégie d'accélération de la préscolarisation et avec cette stratégie, nous avons pensé greffer à chaque école primaire un préscolaire en mettant les conditions en place pour que la gestion puisse être efficace et efficiente. Ces journées d'immersion vont permettre aux acteurs de mieux comprendre le développement de l'éducation préscolaire pour une meilleure mise en œuvre du système éducatif. Et dans ce même système éducatif, il faudrait inclure la culture de la paix et du vivre ensemble. Les participants au symposium international sur le dialogue interculturel et interreligieux sont arrivés à cette conclusion. Face à la presse, le comité d'initiative a fait le point de cette rencontre qui s'est tenue en début de mois de mars. Paul-David Bambara et Tanga Kafando nous donnent les détails. Selon les organisateurs du symposium international sur le dialogue interculturel et interreligieux, la rencontre a connu la participation d'éminentes personnalités venant de plusieurs pays de l'Afrique et les échanges ont permis de parvenir à de grandes conclusions. Nous avons aussi dit que nous devons nous imprégner des valeurs positives de nos peuples, les cultures, mais aussi les traditions endogènes, parce que l'Afrique est un creuset et un concentré de bonnes pratiques que nous devons ajouter aux pratiques de l'universel. Pour les organisateurs, la crise aujourd'hui en Afrique est une crise d'identité et de repères et il est important de mettre l'accent sur l'éducation afin que les jeunes générations découvrent les valeurs de tolérance propres à tous les peuples africains. Contrairement à tout ce qui peut se dire, l'Afrique n'est pas le terrain des problèmes que l'on exporte chez nous, alors que tout ce que nous venons de dire nous montre au contraire l'Afrique a en elle les solutions. Le symposium international sur le dialogue interculturel et interreligieux s'est tenu du 3 au 7 mars à Ouagadougou et a réuni environ 300 participants. Après Ouagadougou, les regards sont tournés vers d'autres villes comme Abidjan et Abuja pour d'autres symposiums sur le dialogue interculturel et interreligieux. De la réduction des pertes après récolte, on en parle à présent. Ouagadougou accueille des experts envoyés par la FAO, le PAM et le FIDA pour prendre part à un atelier d'élaboration d'une note d'orientation politique. Ce document attendu devrait améliorer la sécurité alimentaire tout en atténuant la vulnérabilité des ménages. Plus de détails avec Issa Kafando et Kadi Sanogo. En 2016, le Burkina a réalisé une étude dans 3 de ces régions, la boucle du Moun, les Hauts-Bassins et le Nord. Une étude qui a porté sur 3 principales cultures que sont le sorgho, le maïs et le niébé. Selon les résultats, les pertes annuelles sont estimées à 135 500 tonnes pour une valeur de plus de 27 milliards de francs CFA. C'est fort de ce constat qu'il est nécessaire de mettre en place des mécanismes et des moyens appropriés pour réduire les pertes. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier initié par 3 agences des Nations Unies, à savoir la FAO, le PAM et le FIDA. Partout dans le monde, il y a des pertes alimentaires après récolte qui coûtent cher, qui ne militent pas pour la sécurité alimentaire mondiale. Maintenant, en ce qui concerne le Burkina Faso, nous voulons réduire drastiquement, significativement les pertes post-récolte. Et il s'agit de faire d'abord au départ une étude qui a été faite. Et cette étude nous a permis de voir à quel niveau précisément de la filière il y a des pertes. Ce que nous allons tracer ici, ça sera les voies pour justement aboutir à cette réduction des pertes. Donc nous allons ici sortir certainement une feuille de route, donc des actions à mener dans le futur proche et dans le futur à venir. Cet atelier a bénéficié du soutien financier de la coopération suisse. Il va permettre de réduire les pertes après récolte en vue d'améliorer la sécurité alimentaire dans notre pays.
Le prix du pain ne passe toujours pas à Dédougou. Dans la région de la boucle du Mouroun, les clients crient à l'arnaque et les boulangers tentent de se justifier. Lassina Ouattara et Yacouba Goro sont allés sur le terrain. Voici leur constat. Aujourd'hui, l'augmentation du prix du pain suscite des interrogations du côté de la clientèle de Dédougou. Avec notre caméra, nous avons fait le tour des boulangeries de la ville. Dans les enceintes, les nouveaux prix sont affichés. Le pain de 95 grammes est vendu à 75 francs et celui de 190 grammes est à 150 francs. Mais des doutes persistent dans l'esprit des consommateurs. Pour certains, le poids n'est pas respecté. Ils ont augmenté le prix du pain et de son poids. Et les clients nous interpellent chaque fois. Ils disent qu'ils ne comprennent pas car le pain est resté le même en termes de poids. Pourtant, nous payons plus. Nous aussi, quand on parle pour payer, on n'accepte pas qu'on paye. Pour mieux comprendre, nous avons dû peser et voici le résultat. Ce pain qui devrait avoir 190 grammes comme poids se retrouve avec 182. Et il est vendu au même prix, tout comme ce pain qui pèse 194 grammes au lieu de 190. Pour le gérant d'une des boulangeries visitées, c'est difficile de maîtriser ces variations de poids. En attendant, c'est la rue qui est mécontente et les revendeurs payent le prix. Actualité hors de chez nous, la guerre en Syrie entre dans sa 6e année. Les morts se chiffrent entre 300 et 500 000 avec des millions de déplacés. Les experts parlent d'une crise humanitaire jamais égalée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Selon l'ONU, près de 5 millions de Syriens sont encore dans des zones difficiles. 6 ans après le début du soulèvement contre le régime de Bachar el-Assad, la Syrie est toujours plongée dans un conflit dévastateur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, entre 300 et 500 000 morts selon les sources, plus de 12 millions de déplacés, soit environ la moitié de la population avant la guerre, et la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon l'ONU, près de 5 millions de Syriens se trouvent dans des zones difficiles d'accès et des villes assiégées où ils souffrent de pénurie. Ils sont également près de 5 millions à avoir quitté le pays. La majorité a trouvé refuge en Turquie, suivent le Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Égypte. Nombreux sont ceux également à avoir mis le cap sur l'Europe et y avoir déposé une demande d'asile, principalement en Allemagne. Beaucoup ont tenté la périlleuse traversée de la Méditerranée. Ils sont plus de 4000 à y avoir laissé leur vie. Sur la route de la migration, comme dans les camps de réfugiés, les enfants sont particulièrement vulnérables. Beaucoup souffrent de malnutrition, de déshydratation et d'un manque d'accès aux soins. Et ils sont des millions à être privés de scolarité, certains obligés de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, d'autres forcés à prendre les armes. De nombreux enfants et adolescents sont livrés à eux-mêmes. Toute une génération prise en otage par un conflit interminable qui a détruit de nombreuses infrastructures du pays, hôpitaux, écoles, routes, réseaux électriques et d'eau potable. À la fin de la guerre, le chantier de la reconstruction sera colossal. Suspension de grève, c'est le sujet largement commenté dans les quotidiens du jour. Les journaux évoquent un répit dans le monde syndical. La revue de la presse est signée Vincent Kiendrebeogo. Le monde syndical à la une des journaux ce mercredi. Le pays nous fait cas du SYNCHA, le syndicat des agents de la santé humaine et animale, suspendant son mot d'ordre de grève de 72 heures. Selon le syndicat, des engagements sont pris par le gouvernement, nous rapporte le journal. Mais quel engagement est pris par le gouvernement? Il s'agit de construire de nouvelles infrastructures, acquérir de nouveaux équipements, revoir la gestion des carrières de ses agents. En plus, ceux qui agressent les agents à leur lieu de travail risquent de répondre devant la loi. Il est aussi question d'indemnité, mais la solution définitive devrait venir d'une relecture générale de la grille indemnitaire de la fonction publique, pilotée par le Premier ministère, foi du ministre de la Santé, rapportée par le pays. Citoyens nous parlent d'une autre grève, celle des agents des finances. La grève illimitée a eu ses limites hier, ou du moins est suspendue après 1 mois et 10 jours, précise le journal.
Là encore, beaucoup de points font l'objet de revendications, dont la gestion des motivations financières et non financières. Ce sont des agents tout conscients des revers de ce jeûne de 40 jours subi par les citoyens qui s'en excusent selon l'observateur Palga. Et ils croient pouvoir rattraper le temps perdu par une opération casier vide, traiter les dossiers en souffrance en un temps record. Autre sujet dans Sidoya, le chef de la diplomatie burkinabé se prononce à propos des nouvelles fonctions de shérif Si désigné au représentant du chef de l'État. C'est quelqu'un qui a défendu la République et il a risqué sa vie pour le faire, affirme Alpha Bari dans une longue interview accordée au journal. Merci d'avoir suivi ce 20h anticipé du fait de l'UEFA Champions League. Le match que la RTB vous propose, Atlético Madrid contre Bayer Leverkusen, compte pour les 8e de finale retour. C'est pour tout de suite à partir de 19h45. Je vous retrouve demain à 20h. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.